Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'Agence française de développement qui va nous permettre pendant 2 heures de dresser un panorama de la recherche africaine. Les interventions sont en anglais, donc si l'écoute en français est plus confortable pour vous, je vous invite à choisir cette langue dans les options du bouton interprétation en bas de votre écran. Good morning everyone. Welcome to Vous this accueillir à l'occasion de ce webinaire organisé par l'Agence française de développement. Nous allons consacrer ces 2 prochaines heures à parler du financement international de recherche africaine. Vous avez la possibilité de vous connecter en 2 langues, canal français, canal anglais. C'est à partir du bouton interprétation sur Zoom. Pour commencer, nous allons regarder et écouter Thomas Mélonio, directeur exécutif innovation, recherche et savoir de l'Agence française de développement, dans une capsule vidéo. À l'AFD, nous croyons au rôle de la science, de la recherche pour lutter contre la pauvreté, nous protéger des pandémies ou encore trouver des solutions contre le changement climatique. Il est très important que chaque pays, chaque territoire dispose des moyens humains, financiers pour tracer sa propre trajectoire de développement. C'est pourquoi nous avons pris des engagements forts, chiffrés, précis, et que désormais 90% de nos projets de recherche associent un partenaire du territoire concerné. Il y a des expertises de pointe en Europe sur la santé, le climat, la biodiversité, les inégalités. Mais il y en a aussi, évidemment, dans les pays du Sud. Notre objectif à l'AFD, c'est d'encourager ce dialogue, cette émulation entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud. Non pas une compétition, mais un partenariat. Je crois que nous avons beaucoup à y gagner. Enfin, notre objectif, c'est aussi que les chercheurs du Sud puissent participer au débat citoyen dans leur propre pays, et ainsi concevoir ou évaluer les politiques publiques que nous sommes amenés à soutenir. Avec l'Association des universités africaines, la Banque mondiale et l'IRD, nous soutenons un réseau de 53 centres d'excellence africains répartis sur 12 pays dans des domaines comme la santé, le numérique ou encore la gestion de l'eau. Deuxième exemple, avec des scientifiques du continent, nous travaillons à des modèles pour mesurer l'impact économique et social du changement climatique ou encore trouver des solutions pour s'y adapter. Cette année, enfin, nous allons lancer 2 nouveaux projets innovants, l'un avec l'Université de Clermont et le Global Development Network pour accueillir et soutenir les travaux de chercheurs du Sud. Enfin, avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, mais aussi l'Université internationale de Rabat, le LASDEL au Niger ou l'IRD, nous allons lancer une nouvelle revue scientifique africaine pour également encourager les jeunes chercheurs africains. Comme vous le voyez, notre stratégie est ambitieuse, dotée de moyens importants, et nous espérons ainsi pouvoir soutenir davantage les recherches au Sud. Avant de passer la parole à nos intervenants, je vous invite à soumettre vos questions par le biais de la fenêtre conversation que vous trouverez, dont l'option se trouve en bas de votre écran. Et vous aurez la possibilité ici d'interagir avec les intervenants, de poser vos questions pendant les interventions. Eh bien, sans plus attendre, eh bien, nous allons parler et nous allons passer la parole à Johan Moton, directeur du service d'innovation de l'IRD, du CEPED. Et nous avons également donc Johan Moton. Nous avons ici dans notre premier panel Eddie Prozeski, du CRES et Francesco Bino. Et comme vous le savez, je souhaitais vous poser une première question. Première question à Monsieur Johan Mouton. À l'heure actuelle, quelles sont les problématiques dans le domaine de la recherche africaine? Alors, attendez, je vais essayer de partager ma fenêtre. Nous indique Rigas. Anansis. Good. That should be it. Okay. We have been... Alors, nous travaillons avec Johan Mouton, notre équipe, à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et ce depuis plus de 20 ans. En fait, Roland Vast
qui était le référent pour la recherche. Eh bien, nous avons travaillé sur l'analyse des tendances dans le cadre d'un partenariat de longue date, et ceci s'intègre parfaitement aux travaux de l'AFD. Et au cours de ces dernières années, nous avons identifié alors 3 piliers dans la recherche africaine. Après les années 60, nous avons vu la création des communautés scientifiques nationales jusqu'à la crise de la dette et des politiques subséquentes d'ajustement. Nous avons vu l'émergence des communautés scientifiques dans les années 60-70, un déclin, et puis ensuite, pendant les années 90, un déclin considérable de la recherche. Nous avons, alors cela fait plus de 20 ans que nous connaissons un déclin, ce que Johan a appelé une désinstitutionnalisation de la recherche, et les politiques de la Banque mondiale considéraient que l'éducation était un luxe onéreux. Et toutes les politiques ont gravement impacté et ces politiques ont gravement impacté les infrastructures de recherche. Et avec une destruction de la capacité de recherche, nous avons eu un drainage des cerveaux et une perte considérable des chercheurs sur le continent africain, les ressortissants du continent africain migrant, quittant le sol africain. Et auprès des institutions scientifiques, nous avons pu voir une consolidation du réflexe d'aller vers un financement international sans quoi rien ne pouvait être fait. Et dans le domaine sociologique, par ailleurs, on dit que la recherche est principalement une recherche appliquée, orientée vers des sociétés conseils et impactant la relation entre la recherche et l'institutionnel. Et également, on voit que cette recherche a lieu au-delà, en dehors des institutions de recherche à proprement parler. On a vu le démantèlement du début de la création d'un lien entre la société en soi et de la recherche, avec la notion de la science telle qu'elle est appréhendée dans les sociétés africaines. On voit un changement fondamental dans les politiques de la Banque mondiale à partir des années 2000. Généralement parlant, dans la plupart des pays du continent africain, avec un lien à la croissance, à la santé dans sa globalité. Des grands programmes contre la malaria et la tuberculose ont été menés avec des bailleurs internationaux qui ont alors consacré des budgets significatifs dans le cadre des programmes sur le continent africain, et avec une recomposition du paysage de la recherche africaine. Pour ce qui est de la recherche scientifique également, en particulier dans des disciplines oubliées jusqu'alors, à savoir il s'agissait là de disciplines liées à l'innovation, à la science et d'autres disciplines dans le domaine des sciences sociales, un petit peu moins dans le domaine économique. Et ceci s'est traduit par une augmentation qu'on peut voir ici en termes de nombre de publications scientifiques publiées. On voit qu'après 2005, on constate une croissance importante, et la part en pourcentage de la production scientifique africaine dans le cadre par rapport à la recherche mondiale, s'élève à 2,5%. Tandis qu'elle était 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant près de 1%. Et ici,
Cette recherche est très inégalement répartie sur le continent. Vous voyez ici l'Afrique du Sud, une croissance plus lente, mais plus de capacités scientifiques qu'initialement. Et ce qui est le moteur de cette croissance très importante, eh bien, c'est l'effort de recherche dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, vous avez l'Afrique du Sud en vert ici, et on voit une augmentation importante de la production scientifique africaine après 2005. Et certains pays, alors en partie, nous avons ici des pays francophones, donc ici en jaune le Sénégal, et vous voyez une augmentation importante de la production scientifique avec le Burkina Faso également, mais tous les pays, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, eh bien pour tous ces pays, on voit une augmentation importante de la production scientifique africaine. Et par exemple, si vous prenez le cas du Niger, au Niger, on avait une politique avant l'ajustement structurel, une politique d'envoyer ces cerveaux dans les pays étrangers et de revenir une fois les études terminées pour que ces personnes puissent ensuite travailler dans le domaine de la recherche. Et cette nouvelle politique a ensuite été de suivre les modèles classiques de curriculum et de recherche dans le cadre de collaboration internationale. Ce qu'on peut voir sur cette planche est que en vert, nous avons l'intensité correspondant aux dépenses consacrées à la recherche et au développement par rapport à la production au PIB national. Et en rouge, vous avez les pays dont l'investissement dans le domaine de la recherche est extrêmement important. Israël, la Corée et puis d'autres pays comme d'autres pays comme l'Autriche ou le Danemark, eh bien, voient leur production scientifique se rapprocher des 3% du PIB. Et pour la recherche, pour la production scientifique africaine, eh bien, nous trouvons en pole position l'Afrique du Sud en termes de pourcentage de la recherche par rapport au PIB. Et dans d'autres pays, ces pourcentages sont très, très faibles. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Si l'on compare ici avec le PIB par tête, on voit ici que ces investissements sont très faibles et les investissements dans l'enseignement supérieur est très limité, bien que le nombre d'étudiants, le nombre d'enseignants a fortement augmenté au cours de ces 10 dernières années. Et ce qui se passe ici, c'est que l'investissement est principalement dérivé par le secteur public et l'investissement de l'étranger. Et en bleu, nous avons ici l'investissement d'entreprises dans le pays, dont l'investissement est très fort en termes de dépenses, de recherche et développement, et le secteur public participe immensément en Afrique. Le secteur de l'entreprise, le secteur privé est très très faible. Et donc cela a un impact par rapport au financement de la production scientifique sur le territoire, sur le continent africain. Ici, vous voyez la croissance de la production scientifique africaine est inégalement répartie sur le continent. Certains pays ont considérablement investi, d'autres beaucoup moins. Et l'investissement, donc, alors, nous avons le cas à citer, à noter de pays comme les pays du Sahel, qui, étant donné leur communauté scientifique extrêmement réduite, l'investissement dans la recherche est plus importante que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Quels sont les domaines de recherche en termes de spécialisation dans le domaine de la recherche africaine? Alors là, ce n'est pas en termes de quantité de production dans chaque domaine, mais quels sont les domaines de recherche où la production scientifique est la plus élevée?
en fonction des domaines de recherche ici. Donc ici, la santé, la science biologique, on s'attendait à ce que ce soit des spécialisations plus élevées, ils ne sont pas si élevées que ça, mais on trouve donc les sciences de la Terre, l'ingénierie, les domaines et les sciences sociales. C'est étant donné les chiffres, c'est quelque chose. Alors, c'est un phénomène, ce sont des phénomènes très récents. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les domaines de spécialité auraient été beaucoup plus portés sur les sciences de la Terre et les sciences médicales. Alors, quelles sont les évolutions? Alors, on voit de plus en plus la collaboration qui se remporte. On voit ici les articles scientifiques publiés par un seul auteur. Et là, cela va diminuant, alors que la collaboration nationale et principalement les collaborations internationales avec les pays africains sont en croissance extrêmement importante. On voit proportionnellement, c'est plus important lorsque les pays sont de petits pays. Vous voyez le pourcentage de collaboration internationale en termes d'articles, de publications scientifiques dans le monde scientifique. On est à près de 90% avec le Sénégal, notamment. On est à 85%. Alors qu'il y a 10 ans, on était entre 70 et 80%, et cependant, des 10 années auparavant. Et ceci cache, masque un phénomène intéressant, à savoir que dans la plupart des pays, les universités se sont grandement développées, et nous avons rassemblé les 5 pays. Vous voyez les 5 premiers pays, le Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop, et en termes de nombre de publications sur une période de 20 années. Et puis nous avons ici Ouagadougou, Cheikh Anta University, l'Institut de recherche et développement et l'Institut Pasteur. Et donc nous avons une collaboration entre ces universités et les laboratoires Pasteur à Dakar, très robuste, Bamako, et Abdou Moumouni University à Niamey, et l'IRSS, une université spécialisée dans le domaine des sciences médicales. Donc nous avons ici une recherche animée, et vous voyez le nombre de productions scientifiques, non pas à chaque fois que l'on voit l'adresse d'un chercheur africain, mais en fractions, non pas en unité, mais en fractions ici. Donc, vous voyez que chaque pays représentera un tiers, c'est-à-dire que c'est un compte fractionnel, et d'habitude, les chiffres présentent le nombre total des publications. Si l'on dénombre de manière fractionnée, parce que la proportion va être beaucoup moins importante, parce que la plupart des publications au cours des 10 dernières années sont dans le cadre de travail de partenariat, de collaboration scientifique. Et par conséquent, cela va affecter cette proportion. Hein. Et donc, des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, alors en dénombrement, on est à 1800 publications scientifiques entre 2013 et 2018, tandis qu'au cours de la même période, pour le Sénégal, par exemple, nous arrivons à un petit peu moins de 800 publications, alors en dénombrement fractionnel. Alors la différence est significative et peut être interprétée comme étant la différence entre la participation aux travaux de recherche lorsque nous sommes en situation de collaboration dans le cadre d'études internationales, ou comme étant une contribution active dans ces travaux de recherche. Autre chose qui ressort de ces études, c'est l'évolution des jeunes scientifiques en Afrique. Voici ce graphique publié il y a 2-3 ans par une équipe conduite par Johan Mouton et Catherine Baudry, et ici sur la base d'un sondage extrêmement complet, on voit que la mobilité internationale
représente moins de 20% dans de nombreux pays et représente entre 30 et 40% dans la plupart des pays d'Afrique centrale et orientale. Alors, ce sont des chiffres extrêmement frappants parce que on voit ici, ce sont des professeurs qui, alors les professeurs de rang à poste inférieur auront encore moins de possibilités de mobilité. Et quels sont les grands types d'unités de recherche? Alors, ils sont de 3 sortes. Nous avons ici la recherche dans le domaine de la santé, l'agriculture, également le travail avec les agences internationales, toujours dans le domaine agricole, où tous les travaux de recherche ont été, après 2000, ont été financés par le mouvement pour la santé mondiale. Ce sont ici il y a eu une consolidation pendant cette période. Et ensuite, les sciences, donc les domaines, touchant les universités, alors pour ce qui est des travaux scientifiques, et également les think tanks, les groupes de réflexion, avec de nombreuses connexions, de nombreuses ramifications parmi les centres de recherche ou entre les centres de recherche et les acteurs privés. Nous avons ici beaucoup de compétences situées soit dans les universités, soit dans les centres de recherche. Et dans chaque pays, il y a toujours 1 ou 2 centres de recherche extrêmement emblématiques à la longue histoire, disposant d'au moins 30 ans d'historique de travaux de recherche et publiant dans de grandes revues internationales. Et ce sont ici les chiffres qui ressortent ici. C'est un petit peu le ferment des travaux scientifiques, ce qu'on appelle les archipels scientifiques. Et alors, ce qu'on appelle la science conseil et également une science orientée mission. Ce sont les 2 types de domaines. Et nous avons dans de nombreux domaines où le financement international est extrêmement présent, eh bien, on investit plutôt que de consolider les universités ou les organisations de recherche nationales, on s'oriente plutôt vers des ONG. Alors, alors, le financement public est basé sur soit le financement privé avec et nous avons une participation dans le cadre de modèles de financement sur la base de fondations. Et c'est un petit peu le produit d'une recomposition des institutions gouvernant au niveau national la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que les organismes de financement ont été créés dans la plupart des pays, si ce n'est pas dans tous les pays. Et il y a 5 ou 6 ans, notamment Mouton, Gaillard et Bangui ont vu que nous avons ici sur le continent africain 50 institutions de cette sorte, un chiffre important, et puis beaucoup d'activités alors, il vous reste 10 minutes. Alors, là où je voulais en venir, c'est que les sources de financement de l'étranger sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous avez ici le Mozambique, dont le financement de la recherche est à 80%, près de 80% vient des fonds internationaux, et nous arrivons à 40% au Sénégal. Et ces chiffres, eh bien, sont devenus de plus en plus élevés. Et ce n'est pas en fait des agences comme la coopération française ou le GDZ en Allemagne, ou un BAD ou CILAD en Suède, qui jouent un rôle important. Mais il s'agit là de nouveaux bailleurs de fonds
qui ont renforcé leur présence dans cette configuration, ce paysage. Vous voyez ici les les organisations les plus importantes en Afrique pour en termes de bailleurs de fonds. Nous avons en Afrique du Sud la National Research Foundation. La plupart des bailleurs reconnus dans les communications scientifiques sont des organisations internationales. L'Institut pour la santé aux États-Unis, l'Union européenne, le Wellcome Trust et la Fondation Bill et Melinda Gates ou le Gates Z pour l'Allemagne et ainsi de suite. Et vous voyez, à chaque fois que vous voyez ces organisations, vous voyez les collaborations internationales se développer et ces publications scientifiques sont principalement donc viennent de communications issues de collaborations internationales et nationales, ce qui n'est pas le cas pour les trois premiers organismes de fondation, la National Research Foundation en Afrique du Sud, le Medical Research Council et le ministère tunisien. Donc ici, vous voyez ici ces chiffres en termes de collaboration, mais les principaux bailleurs dans les pays du Sahel sont encore la Fondation Bill et Melinda Gates, et donc bien loin devant les autres. Et si vous ajoutez toutes les formes européennes de financement, les organismes européens, la Commission européenne, les programmes cadres, eh bien, vous arriverez à 600 publications faisant mention de l'Union européenne. Et l'Institut national pour la santé, le Wellcome Trust pour les États-Unis, l'OMS ou d'autres organismes internationaux sont mentionnés moins souvent, mais sont extrêmement présents partout. Et ce qui se passe en termes de description finale de la situation, ce qui a beaucoup changé en fait, ce qui a déclenché la croissance de la production scientifique africaine et que ce n'est pas, c'était la création d'agences nationales de financement, le travail de coordination entre les agences nationales, la reconnaissance de la recherche comme étant une priorité nationale dans de nombreux pays. Il faut bien comprendre que ceci est ancré dans la priorité de la société. Ce n'est peut-être pas encore le cas. Il y a toujours des changements en termes de politique de la Banque mondiale, les centres d'excellence en Afrique, les partenariats entre les agences et l'AFD travaille également avec la Banque mondiale et également beaucoup de financement. Les organismes traditionnels ont changé la manière dont la production scientifique est financée et c'est une observation intéressante. Néanmoins, au cours des 10 dernières années, une étude de SPRU montre que plus de 9 milliards de dollars US ont été consacrés à la recherche, et c'est peut-être au cours des 5 à 6 premières années de 2010 à 2015, et ceci représente des sommes extrêmement importantes, et on peut se demander si l'investissement s'est traduit en production comme il se doit. We believe that although the figures are very low overall as compared to other countries in the world, African science has grown a lot. Africa's proportion on the world expenditure of R&D has grown from 0.8% to 1.8% for the scientific publications. Scientific de 1,8%, beaucoup plus que l'investissement qui a été consacré en Afrique. Et de manière plus générale, on voit un grand nombre de publications qui ont fait jour avec des collaborations scientifiques, mais aussi, si vous comptez l'Union africaine comme dans son ensemble, elle publie plus que la Russie, pour prendre un pays qui compte sur le
domaine des publications en moyenne. Il y a une grosse augmentation en Afrique en termes aussi de qualité. Il reste néanmoins des problèmes au cours dans les derniers points, il y a une pression pour publier plus en quantité. Il y a plus de production dans les journaux, mais aussi dans ce qu'on appelle les journaux qu'on appelle prédateurs, qui ne respectent pas vraiment les règles du jeu et qui payent pour ceux qui veulent bien payer. Donc, il reste aussi l'aspect éducatif. Il y a des gens qui travaillent dans les universités qui n'ont pas suffisamment de temps pour se consacrer à la recherche. Il y a trop de collaboration dans le sens où la proportion d'articles qui sont vraiment fondés sur un effort national sont sans doute inférieurs. Dans l'étude que je citais à l'instant, il est dit qu'il y a un décalage entre ce que sont les réels besoins des pays et ce qui est publié effectivement dans les journaux. Chose que j'ai observée aussi dans les pays arabes, je dois dire, malheureusement. La reconnaissance individuelle dans le contexte académique est encore insuffisante dans un grand nombre de pays. La mobilité aussi, comme je le disais, reste limitée. Les questions linguistiques aussi ne sont pas traitées par qui que ce soit dans le nord ou dans le sud. Accès aux publications, eh bien là aussi, c'est aussi un réel problème. Je dirais également que les sciences sociales restent en mal de financement, disons. Donc pour conclure, il y a une transformation basée sur une croissance très forte de la recherche en Afrique grâce à un financement assez élevé l'ensemble, mais c'est, disons, plus axé sur le collaboratif, sur une connaissance co-construite, mais il reste trop de dépendance sur le financement étranger. Deuxième point qui reste fondamental, à mon avis, et Johan le confirmera, la recherche au sein des universités, du monde universitaire, est ce qui demande à être consolidé et c'est ce qui compte pour constituer un système de recherche solide dans tous les pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Rigas. Peut-être on pourrait prendre 2 brèves questions par rapport à votre présentation qui sont intervenues déjà d'ailleurs. Vous avez parlé de la désagrégation dans les champs scientifiques pour l'ensemble du continent, mais il reste une question sur l'Afrique du Nord. Quelle est la désagrégation de la production scientifique, de recherche scientifique dans le nord de l'Afrique? Pour l'Afrique du Nord, oui. Alors, l'Afrique du Nord, la situation, à l'exception de la Tunisie, il s'agit en fait dans des domaines des sciences ingénierie, la physique et aussi beaucoup, il y a eu du travail sur les sciences environnementales, peut-être pas tant classiquement le champ agricole, mais toutes les nouvelles questions environnementales ont attiré un gros effort de recherche dans des domaines qui n'étaient pas pris en compte avant. Les sciences de la mer, par exemple, apparaissent de manière très inattendue. Et la Tunisie et le Liban, par exemple, les pays arabes ont toujours eu tendance à préférer ou à privilégier les sciences médicales. Et la Tunisie, sans doute le pays qui publie le plus par habitant, est spécialisé dans le Maroc est équilibré entre l'agriculture et les sciences environnementales par opposition aux domaines médicaux et biomédicaux. Et partout ailleurs, on voit une augmentation dans les pays nord-africains des sciences sociales, alors que dans l'Afrique subsaharienne, il y a sans doute beaucoup plus de production dans ce domaine des sciences sociales. Merci. Et on va
prendre quelques questions et puis on reviendra là-dessus lors du débat général. Il y a une question de Tammy Rothschild à Johannesburg où le facteur de la recherche sur l'entrepreneuriat prend sa place. Je crois que ça fait référence à un transparent que où vous évoquiez les différentes origines du financement. Oui, de manière générale, il y a certains pays qui ont vraiment privilégié la recherche sur l'entrepreneuriat et par ailleurs aussi parce que c'est un secteur naissant là-bas. Comme il y avait le Ghana qui n'a pas une grosse production scientifique, le Nigeria aussi beaucoup, l'Afrique du Sud. La question ici n'est pas tant, en fait, deux points. Un aspect sur le financement et l'autre sur la production, sur l'entrepreneuriat. Les financements issus des entreprises est très faible. Et en partie, comme on le sait, au vu de ce qui s'est passé dans les pays asiatiques, l'investissement dans la recherche vient, lorsqu'il vient des entreprises, vient après le développement du secteur de l'entreprise lui-même. Et c'est après qu'ils investissent. Or, il se trouve qu'en Afrique, il n'y a pas besoin, il n'y a pas suffisamment de demande sur le marché en termes de qualité de production. Et l'importation reste encore très forte dans les secteurs technologiques et les investissements sont surtout issus des pays étrangers. Ce qu'on voit pour les pays qui ont connu une très forte croissance comme le Maroc ou l'Égypte par exemple, ou le Nigeria, c'est que là, vous trouvez un intérêt pour un investissement dans la recherche. Alors, cela demande du temps, ça demande du temps pour les entreprises pour qu'elles puissent investir vraiment dans la R&D. Et cette évolution ne va pas être initiée du côté de l'offre, mais plutôt de la demande du secteur de l'entreprise. Et peut-être vous pourriez vous demander, je vais pour vous relayer une question, si vous pouvez répondre brièvement. Sinon, on reviendra là-dessus lors du débat général. C'est une question de Jean-Baptiste Meyer qui demandait, en substance, est-ce que le financement privé est aussi acheminé vers les universités ? Et en fait, il y a deux questions. Et est-ce qu'il y a une sorte de répartition par institution donatrice vers le type de récipiendaire ? Non, il n'y a pas de telle statistique. Il y a des études de cas, et les études de cas font apparaître un investissement d'entreprise dans la recherche universitaire de manière très, très limitée. Ce qu'on peut trouver, en revanche, c'est des financements internationaux qui sont acheminés au secteur qui nécessite. Et là, on va trouver des données. Les entreprises qui investissent le plus dans la recherche, ce sont les sociétés pharmaceutiques et elles sont très, très présentes sur le continent, côte à côte avec tous les programmes internationaux qui financent la recherche sur la santé. Merci beaucoup, Rigas. Nous n'avons pas eu la possibilité d'entendre Johan, mais ce que vous nous avez présenté est le fruit d'un travail en commun. On va donc maintenant écouter Heidi Podeski. Heidi qui est professeur associé au Centre pour la recherche et l'évaluation des sciences et technologies et chercheuse au Centre d'excellence pour les politiques SIA en Afrique du Sud. Donc, Heidi Podeski, vous avez travaillé sur une grosse enquête sur la nouvelle génération de scientifiques africains que Rigas citait à l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur aussi les femmes scientifiques sur le continent? Vous avez sa famille du Boursin. Merci beaucoup. Merci de ces paroles d'introduction. Oui, je vais vous parler un peu plus sur une étude en particulier qui
qui s'appelait, je m'appuie surtout sur la partie enquête de cette étude africaine. On a étudié les nationaux et citoyens africains dans différents pays. C'était il y a déjà quelques années, il y a 3-4 ans. C'est là qu'on avait récolté les données, des données sur environ 5000 cas qui répondaient à des critères d'inclusion, et ça nous a aussi donné la possibilité d'analyser 32 pays africains à travers l'approche du genre. Donc je vais me focaliser là-dessus en faisant des comparaisons entre les scientifiques hommes et femmes dans ces échantillons. Et on a aussi étudié des échantillons plus réduits où on s'attachait par exemple aux universitaires seulement. C'est pour vous donner une idée générale, ces chiffres ont trait à... Enfin, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats de 4 ensembles d'analyses. Et tout d'abord, des corrélations avec l'âge et le champ de travail, lorsqu'on regarde la mobilité du financement, etc., pour les hommes et les femmes scientifiques, il faut aussi prendre en compte l'âge et le champ qu'ils tendent à privilégier pour leur recherche. En fait, la plupart de toutes ces données ont été publiées dans le cadre des jeunes scientifiques en Afrique, l'enquête YSA. Et j'ai fait une étude là-bas qui est aussi plus sur une approche théorique pour dire qu'on étudie les mauvais endroits si on veut vraiment comprendre la charge du poids domestique pour les femmes qui peut les empêcher de se consacrer à ces efforts de recherche. Donc, on a aussi on a vu des questionnaires et qui ont donné des données. Et puis Catherine Baudry de Polytechnique Montréal nous a aidé à nous focaliser sur le développement de carrière et la mobilité. Et il faut dire aussi que les échantillons étaient peut-être plus réduits et la proportion de femmes était aussi plus limitée. Un transparent pour montrer que ce sont ici les 4 principales sources qui ont inspiré notre travail. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et je vous donnerai les détails. Voilà, donc tout d'abord il y a le livre et ensuite les 3 autres sont des articles. Superwoman et l'effet de lumière de la ville. Donc, les échantillons, les femmes constituent 30% de notre échantillon. Et si les moyennes plus récentes, on a 33% et 33,5% pour l'Afrique subsaharienne. Lorsque vous voyez en bleu clair sur la droite, ça vous montre le peu de données dont on dispose de manière récente en particulier. Donc, on peut, sur la partie gauche, on a moins de gris. Plus le vert est clair, moins on a un pourcentage de femmes par rapport aux hommes dans ce pays. Donc, il faut tenir compte du fait qu'on a eu des réponses de ce côté-là et qu'on n'étudie pas là les hommes et les femmes en Afrique de manière reflétant la réalité. C'est sur la base de ce qu'on a pu recueillir seulement. Donc, on peut s'attendre à ce que les organisations internationales nous donnent plus de données dans les années à venir. Si on regarde les chiffres, il y a aussi des différences importantes qu'il faut bien comprendre. Les femmes sont plus jeunes que les hommes. Les chercheuses féminines sont plus grandement représentées dans la cohorte des plus jeunes que dans les cohortes plus âgées. Et on sait que ça demande un certain temps dans le domaine scientifique pour devenir aguerri et s'imposer comme un scientifique reconnu. Donc, si on compare les hommes et les femmes sans tenir compte de l'âge, eh bien, ça fausse l'image. Vous comparez des hommes âgés plus expérimentés face à des femmes plus jeunes et moins expérimentées. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a aussi un
intéressant de comparer les scientifiques féminines par rapport aux autres composantes féminines d'une société. Donc, c'est vrai que le fait de s'occuper des enfants, ça limite les femmes dans leur travail. C'est vrai que alors c'est vrai que les chercheurs masculins tendent à avoir plus d'enfants que les chercheuses. Donc ça donne une indication. Et les chercheuses aussi ont moins de dépendantes que les chercheurs. On a vu ça de manière globale, mais j'aimerais, dans un des articles, on a vu que les cultures qui prescrivent un style familial avec plus de 3 enfants par famille, souvent, on trouve ces cultures très souvent en Afrique. Donc, l'argument pour les femmes qui deviennent chercheuses et qui décident de ne pas avoir des enfants, c'est qu'en fait, elles se conforment pas aux normes du pays. Et ce sont des superwomen qui ont surmonté un certain nombre de barrières et de frontières. Lorsqu'on a demandé à ces femmes chercheuses quelles étaient leurs difficultés dans leur carrière ou leurs défis, c'était assez intéressant de voir que la plupart des défis, sur les défis, les hommes se plaignaient plus en termes statistiques. Dans la plupart des cas, le pourcentage d'hommes est supérieur, disant qu'ils ont connu des difficultés de carrière. Et les exceptions, c'est l'insécurité au travail, mais là, il y a une très faible différence entre les hommes et les femmes, peut-être 1% seulement. Et le manque de soutien et de mentorat, là où on trouve qu'il y a une différence, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale, ce qui correspond aussi à ce que l'on entend que les gens croient, la recherche tend à le montrer en tout cas. Et sur les autres difficultés, il est difficile de bien comprendre cette perception. La plupart des mesures, si sont qualitatives ou quantitatives, montrent que les femmes ont moins d'expérience de qualité. Et si on les compare aux hommes, ce n'est pas forcément le cas. C'était une perception. Pour les sociologistes, les femmes ont des attentes inférieures que celles des hommes. C'était un argument proposé. Mais en fait, leur propre perception de leur expérience n'est pas si mauvaise que celle des hommes. Donc, on est encore en train d'étudier certaines idées sans avoir abouti à des résultats arrêtés. Pour ce qui est des défis de carrière, difficultés de carrière pour les répondantes féminines, par rapport au slide précédent, on se rend compte que des difficultés qui sont connues spécifiquement par les femmes. Là, c'est en Afrique du Nord. On voit qu'elles sont confrontées à plus de difficultés que les autres pays, surtout si on le compare avec les d'Afrique de la partie sud. Alors, le financement, l'âge et le champ sont des prédicteurs plus forts que le genre. Le genre n'est pas un prédicteur si important. La différence entre les hommes et les femmes aux États-Unis, par exemple, sur la quantité de fonds de financement qu'ils ont reçus, sur les 3 ans de l'enquête, ces différences n'étaient pas si importantes. Et les femmes ont peut-être même mieux réussi à attirer les financements dans les domaines de la droite, les sciences sociales, les humanités et les sciences médicales. On a commencé avec 128
répondants qui ont reçu plus d'1 million de dollars américains. Et parmi ces femmes, 30% de ces personnes qui ont répondu à l'enquête étaient des femmes qui avaient reçu ce montant. Donc, si on prend tout en compte sur les 2 derniers transparents, est-ce que peut-être qu'il ne faut pas surtout insister sur l'augmentation des financements pour les femmes chercheuses? Peut-être la priorité, ce serait de travailler sur le conflit vie familiale, vie professionnelle. On a étudié le résultat de certaines études doctorales. La mienne, il y a 14 ans, ont montré que les femmes publiaient plus que les hommes en Afrique. La recherche mondiale, dans des grosses études transnationales, ont établi que l'on n'a pas globalement passé le chiffre de 30% de contribution de chercheuses femmes, donc, à l'ensemble des recherches. On a demandé combien de ce qui a été produit pendant les 3 dernières années. On a constaté que les femmes publient moins que les hommes. La différence était statistiquement importante, mais l'effet du genre n'est pas si important par rapport à celui de l'âge et du champ de recherche. Donc l'âge des scientifiques fait plus une différence que le genre. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une différence significative entre les hommes et les femmes pour ce qui était des ouvrages publiés et des comptes rendus de conférences. Donc, les chiffres sont peu élevés et pour ce qui est de la production dans ces domaines. Il faut dire que peut-être que c'est pas un problème technologique, c'est peut-être qu'elle se porte bien de ce point de vue-là. Alors, je regarde maintenant la collaboration. La Rivière, ils ont constaté que les publications des femmes sont plus domestiques que celles de leurs collègues masculins. On a constaté la même chose. On a regardé le type de collaboration que mes collègues Rigas citaient tout à l'heure, et différents types. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un dans votre institution ou à l'international ou national avec des collaborations avec des pays africains, les derniers, comme Rigas le disait, sont plutôt rares par rapport aux autres types de collaboration. Et dans tous les cas, mais plus dans le dernier cas, on s'est rendu compte que le pourcentage de femmes qui avaient collaboré récemment de cette manière était inférieur à celui de la proportion des chercheurs masculins. Donc, cela indique qu'il y a quand même une différence ici. Ensuite, on peut étudier la mobilité, la religion où les PhD et doctorants ont été obtenus. On se rend compte que les répondants femmes étaient sans doute plus enclines à avoir passé leur doctorat en Afrique plutôt que dans les pays européens ou aux États-Unis. Donc le niveau d'études était inférieur par rapport à leur contrepartie masculine. Alors si on regarde la mobilité au travail dans le domaine de la recherche, là on se rend compte que là encore les femmes étaient moins enclines que les hommes à être mobiles lors des 3 dernières années, ce qui veut dire aller à l'étranger, dans un pays différent pour travailler. Et on a constaté qu'en particulier les jeunes femmes dans le champ universitaire étaient très peu mobiles ou ont tendance à se focaliser sur la recherche locale. On a demandé aussi aux répondants, aux interviewés, s'ils seraient enclins à quitter le pays où ils résidaient, pays africain. Et là encore, on a dit
enfin, on a vu que le pourcentage de femmes était supérieur pour le fait de... Enfin, elle disait qu'elles ne quitteraient jamais leur pays. Donc, les hommes sont plus mobiles. Sous tous les indicateurs qu'on a pu étudier. Il reste 5 minutes pour aider. Je pense que j'ai presque terminé. Alors, pour faire référence à Catherine Baudry et mon travail sur la mobilité, comment ça joue par rapport aux gens et puis les questions, des variables liées à la carrière. Non, les femmes mobiles produisent plus que les non mobiles, mais pour les hommes, les résultats étaient à l'inverse en fait. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi. Les différences sont faibles et on travaille sur des chiffres qui sont rapportés par les personnes elles-mêmes. Donc, il peut y avoir un bien. Mais souvent, la mobilité est plus importante, en tout cas. La coopération internationale, les femmes mobiles étaient plus enclines à travailler à l'international que les non mobiles, évidemment. Et les non mobiles sont plus susceptibles de bénéficier de financement. Donc, pour les hommes, ça faisait une peu de différence d'être mobile ou pas. Pour les femmes, ça le faisait plus. Une grosse différence. Donc, il est peut-être inquiétant au vu de cela, de voir la différence entre les hommes et les femmes lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent être l'impact d'un manque de mobilité et d'opportunités liées à la mobilité sur leur carrière. Et les femmes ont plus tendance de dire que ça n'a aucun impact sur leur carrière. Elles ont tendance à dire cela. Donc, c'est un problème qu'on trouve qu'il y a ce type de perception par rapport à ce qu'on mesure de la réalité objective. Est-ce qu'elles se rendent compte vraiment de l'impact que cela a sur elles? Les résultats, en fait, c'est que lorsque les femmes deviennent effectivement mobiles, elles se rendent compte alors de l'impact que ça peut avoir sur leur carrière, alors que tant qu'elles n'ont pas eu de mobilité, elles ont cette perception que ça n'a pas d'impact, et ça ne peut pas avoir d'impact sur leur carrière. Ce qui m'amène à la fin de ma présentation. J'espère que cela a pu faire évoluer certaines de vos perceptions et peut-être étayer des vues que vous aviez déjà. Merci beaucoup. Je vous propose que s'il y a des questions spécifiques, on vous redonnera la parole au début des discussions, des échanges que nous conduirons après la présentation à venir. Sans plus attendre. Alors, nous allons passer à la troisième intervention de cette session. Et c'est Francesco Obino, chef de programme au Urban Development Network, qui est Assistant Director for Research au Centre national pour la technologie et le management au Nigeria. Et Francesco Obino et Abiodun et Dikoudoum on travaillent à l'évaluation de la recherche et vont nous parler du cas du Nigeria. Bien, merci beaucoup Luc. Bonjour à tous. Merci de ces propos introductifs. Donc, Abiodun et moi-même allons vous présenter d'une évaluation de la recherche au Nigeria que nous avons réalisée en partenariat avec le GDN au cours de ces 2 dernières années pour le Nigeria. Alors, je vais vous parler de l'initiative cadre, ce que nous appelons Doing Research dans le cadre de l'initiative globale. Alors, la problématique, eh bien, le GDN a dispose d'un mandat assez unique, à savoir de
mener la recherche scientifique au niveau national. C'est un spectre de recherche extrêmement étendu. Cependant, eh bien, il y a quelques années, on a dû reconnaître l'état des lieux, à savoir que le mandat de cette organisation manquait de données systématiques et comparatives, et ceci sur les environnements, je dis bien environnement au pluriel, de la science sociale au niveau national. Et à l'international, on disait que le renforcement des capacités était nécessaire, mais il n'y avait pas vraiment de données sur lesquelles fonder l'évaluation du système de recherche en sciences sociales et dans l'hémisphère sud. Et donc, cette capacité nous vient en général des institutions nationales, des capacités nationales, des institutions nationales, et en particulier en sciences sociales. Et donc, nous avons commencé à développer une initiative qui tente de mobiliser les chercheurs étudiant les sciences sociales. Et comme nous avons pu l'entendre, eh bien, nous avons l'essence sociale bénéficier de moins de fonds, de moins d'intérêts de par les bailleurs de fonds et des organismes internationaux. Bien que l'essence sociale joue un rôle absolument essentiel dans le domaine de l'innovation, à la fois moteur de la connaissance et de l'action au niveau national et international. Dans le cadre de ce dispositif, l'objectif était donc de créer plus d'éléments, d'établir d'éléments factuels portant sur les systèmes de recherche au niveau systématique, systémique, comparatif, et voir quelles sont les complémentarités dans les systèmes existants. Et puis, il y a besoin également d'établir des liens plus importants entre le niveau local et le niveau régional. Il y a besoin véritablement d'un vrai débat dans le domaine sciences sociales et dans le domaine de la capacité de la recherche en sciences sociales et dans le domaine du développement. Et l'objectif est de porter un plaidoyer basé sur des éléments factuels portant investissement au sein des systèmes de recherche au niveau national et international pour porter les actions, les politiques. Parce que dans le domaine de la recherche en soi, eh bien, on a rarement des éléments factuels et les données au niveau national ne sont pas facilement accessibles. Et donc, il est difficile de voir cette notion et de mettre en avant cette notion de redevabilité, de responsabilité des bailleurs de fonds vis-à-vis du changement au niveau du système, au niveau systémique. Donc, avec des éléments, des données spécifiques. Et l'objectif est de bien cerner les orientations et dans certains cas, parfois renforcer, parfois voir si on n'est pas en train de limiter ou de réduire les investissements. Alors, quelles sont les barrières et quels sont les facteurs habilitants de la recherche en sciences sociales dans un pays? Quels sont les efforts qui permettent de disséminer la recherche et les interactions dans le domaine de la recherche dans un pays, donc plusieurs pays? Alors, on en arrive ici nous avons identifié un cadre avec 12 déterminants, c'est-à-dire les petits blocs sur lesquels on souhaite voir porter nos travaux de recherche. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette évaluation de la recherche? Étape numéro 1, eh bien, il faut évaluer le contexte. L'évaluation d'ensemble du contexte, la recherche, l'économie, la politique,
le parcours historique, les tendances historiques et leurs influences sur la recherche et sur comment se fait la recherche, les dimensions régionales et internationales. Également cartographier les acteurs nationaux dans le domaine de la recherche. Et la troisième partie porte sur le cadre d'évaluation, le cadre de collecte d'évaluation sur la base de 54 indicateurs et 12 déterminants. Cela permet de dresser vraiment le contexte avec l'ensemble des participants, leur rôle et les structures. Voici l'ensemble des indicateurs. Alors, en termes de calendrier, de la façon dont s'est déroulé le projet, nous avons une phase pilote avec des pays comme le Bangladesh, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Inde, l'Indonésie, le Niger. Et nous avons ensuite défini, et c'est là où on en vient au Nigeria, eh bien, la deuxième phase du projet depuis septembre 2018. Donc 6 pays plus 11 pays du pilote plus 5. Donc avec le Global Open Network et l'AFD. Je vais maintenant passer la parole à mon confrère Abiodun et qui va nous parler de l'évaluation de la recherche au Nigeria, plus spécifiquement. Eh bien, est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous me confirmer ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Quelle est la situation? Nous avons en Afrique subsaharienne, nous avons ici le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux plus grandes économies en Afrique subsaharienne. Et en termes de population, eh bien, on est à 4 fois la population sud-africaine, un grand nombre d'universités. Et ici, regardez le nombre de publications dans le domaine des sciences sociales. Alors que le pays, en termes démographiques, est beaucoup plus important, le Nigeria beaucoup plus important que l'Afrique du Sud, alors qu'il y a beaucoup plus d'universités, eh bien regardez, c'est l'Afrique du Sud qui produit beaucoup plus, près de 4 fois plus de publications dans le domaine des sciences sociales. Je vais donc consacrer le reste de ma présentation à vous montrer les résultats pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi cette situation? Et Francesco vient de dresser la scène, vient de dresser le décor. Et on voit ici, on constate tout d'abord une désagrégation du système. Francesco nous a parlé d'un certain nombre de déterminants. Nous avons porté ces travaux sur quelques 170 universités, quelques 1500 organisations de société civile existent et ONG, puis le secteur privé. 75 organisations peuvent être considérées comme bailleurs de fonds ou agences gouvernementales, ou donc bailleurs de fonds dans la catégorie des bailleurs de fonds internationaux. Donc ici, un élément important, c'est que la plus grande partie de ces recherches ont lieu sont menées au sein des universités. Il y a très peu de choses qui se passent au-delà de ces systèmes au Nigeria. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas... ça ne veut pas dire que le secteur ne crée pas ici un terreau aux recherches, mais la production est principalement liée aux universités et ceci a une influence sur l'éventail des travaux. Le gouvernement et les bailleurs internationaux et nationaux établissent l'ordre du jour, définissent quelles sont les ressources qui vont être octroyées dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel sujet. À l'époque de la Covid, il y a beaucoup d'activités de recherche qui ont été qui sont consacrées à la Covid. Et ici, la Covid, le changement climatique et ce genre de thématiques sont plébiscitées. Maintenant, à partir de maintenant, je vais vous montrer
le type de sujets qui vont être financés et l'approche systématique dans ces différentes dimensions. Alors tout d'abord, ce qui ressort clairement, sans ambiguïté de cette planche, c'est qu'en termes de 10 à 50% de l'ensemble des chercheurs au Nigeria sont des chercheurs en sciences sociales et la plupart d'entre eux disposent de doctorats. On peut dire qu'ils sont hautement qualifiés et il y a une grande disparité entre les sexes. Donc pour 4 hommes, on trouve une femme. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? C'est que, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à découvrir des systèmes par rapport à l'Afrique du Sud. Et ce qui semble être suggéré ici, c'est que parmi les problématiques systémiques qui touchent la performance du système de recherche, au-delà des sciences sociales, même si c'est ce sur quoi on porte l'attention aujourd'hui, et que au-delà de l'influence des bailleurs de fonds internationaux, des organismes de recherche, eh bien, nous avons un des problèmes porte sur la coordination de ces recherches. Malheureusement, l'intervention d'Abiodun est hachée, dit l'interprète, en termes de qualité de connexion. Et ici, on est en train d'affiner cette estimation. C'est un travail qui permet de dresser vraiment le décor. Malheureusement, la connexion d'Abiodun ne permet pas de suivre complètement son intervention, dit l'interprète. Donc ici, en termes de dépenses et de financement, on va au-delà des sciences sociales, mais de l'ensemble des sciences, de manière plus générale, vous avez les dépenses qui nous viennent de 2010. Donc ces chiffres nous viennent de 2010 et on voit que le Nigeria a engagé 0,2% de son PIB à la recherche. Et ici, un maximum dans cette discipline, nous avons un maximum de 31 000 $ qui a été consacré par chercheurs en sciences sociales. Donc là, les sciences sociales sont très, très piètrement financées. Et il y a un autre sous-financement. C'est beaucoup plus un problème de coordination systémique. Pas une question de financement, mais parce que les contrats sont au niveau individuel. Et il y a ici, on n'est pas ici dans quelque chose de... il y a également un sous-reporting du financement international ou de l'étranger. Et souvent, ce n'est pas l'ordre du jour de ces travaux de recherche ne sont pas connectés aux priorités locales et ne sont pas, entre guillemets, localement pertinents. Et ici, c'est ce qui se passe au niveau des universités. Il est frappant de voir que 10% de l'ensemble de la recherche au Nigeria est consacré aux sciences sociales. Et donc, ces résultats commencent à révéler que le système a besoin de coordination, de meilleur reporting. Il y a également un besoin de transparence et de meilleure communication. Et au sein de la communauté des bailleurs de fonds et également au sein des autorités gérant le financement de la recherche. Alors, comment la recherche est-elle communiquée? Parce que l'objectif de la recherche, c'est pas simplement de faire de la recherche pour la recherche, mais l'objectif est de pouvoir communiquer les résultats de ces recherches et communiquer sur les recherches qui sont réalisées. Et
ici, le chercheur, en moyenne, le chercheur moyen en sciences sociales ne sait pas vraiment comment communiquer ses travaux de recherche. Et ceci est lié là encore à des problématiques systémiques du système. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour publier, il faut publier ou périr, hein, comme on dit, publish or perish en anglais. Et cela veut dire que, eh bien, on va publier, mais sans, eh bien, mettre en valeur les grands messages de ces communications, s'agissant des bailleurs de fonds, et quel est justement comment mieux communiquer auprès des bailleurs de fonds les résultats de ces recherches. Donc, il n'y a pas vraiment de demande pour les compétences de communication des travaux de recherche. C'est-à-dire qu'on cherche, oui, mais on ne sait pas comment, les chercheurs ne savent pas comment communiquer, hein. Et beaucoup de conférences ont lieu au niveau international, mais on reste là en dehors des lumières, en dehors de débats et en dehors des actualités médiatiques, et ainsi que et il y a une grande dissémination, enfin un besoin de publication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de registre standard, de registre central. Et historiquement, il a été très difficile d'évaluer la qualité de ces travaux de recherche ou même de contrôler la qualité des travaux de recherche. Même s'il y a beaucoup de recherches publiées dans des journaux scientifiques, des revues scientifiques locales, eh bien, celles-ci ne vont pas arriver à des revues, au niveau des revues internationales. Et les plus grands problèmes ici est que comme il n'y a que très peu de visibilité de ces revues locales, eh bien, on arrive à des qualités, je dirais, un peu à revoir, qualité limitée de ces publications, hein. Donc là, il faut créer des systèmes locaux d'accréditation, de collèges de lecture, de registres, de standardisation, de normalisation et de process normalisés d'évaluation. Parce que le problème de visibilité touche également chaque chercheur, chaque organisation. Et en particulier, lorsque l'on fait des recherches sur Google pour savoir s'il y a une organisation de recherche qui fait telle ou telle recherche dans le pays, eh bien, vous ne trouverez rien. Ça ne veut pas dire que les organisations ne sont pas là. Ça veut dire que parfois, elles ne sont pas visibles. Et ça, c'est particulièrement criant et particulièrement intéressant. C'est un système qui n'est pas bon, particulièrement, mais qui a un impact sur la visibilité vis-à-vis de la communauté internationale. Et puis, il n'y a pas ici d'éléments permettant de soutenir le système. Alors, vous avez un petit peu moins de 5 minutes, dit le modérateur. Alors, cette carte vous montre que les compétences dans le domaine de la recherche sont très inégalement réparties au Nigeria. Et ce, pour l'ensemble des disciplines. On arrive à donc là, une recherche très dispersée des universités. Donc l'indice FNDAL est de 0,016. Mais une chose importante que j'aimerais souligner ici est le fait que, historiquement, la communauté internationale a été bien mieux informée des travaux de recherche, de conseils, de chercheurs qui ont un profil prodigue à la recherche. Et par conséquent, et dépend de chercheurs moins connus, hein. Et cela a un effet, à savoir que ceux qui attirent les bailleurs de fonds internationaux, hein, ou également attirent la collaboration, étant donné cette situation, il y a un potentiel de désalignement entre les disciplines locales et internationales. Donc voilà. Là, en termes de valeur politique, les chercheurs sont libres de mener les travaux de recherche qu'ils souhaitent. Bon, là, il y a encore des choses à faire, à revoir par rapport à ce message. Mais je dirais qu'en dépit du fait que
eh bien, il y a, je dirais, des avantages et des inconvénients. À savoir que la demande pour les travaux de recherche est très, s'agissant de l'élaboration des politiques, eh bien, l'utilisation de travaux de recherche dans le domaine des politiques est très, très faible. Et ici, on peut s'interroger sur la pertinence des sujets. Et ici, on fait fi ici de l'influence de ces travaux dans les cercles politiques. Et étant donné le nombre de personnes travaillant dans le domaine des politiques, et eh bien, vont ici vous en fait, ceux qui élaborent les politiques cherchent rarement un conseil auprès des universitaires et consultent rarement les travaux scientifiques. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu, que nous vous avons éclairé sur certaines problématiques à la fois de la communauté internationale et des systèmes locaux, de ce qu'on devrait savoir s'agissant de systèmes dans les grands domaines de recherche où l'appui serait bien plus impactant que ce qu'il ne l'est en ce moment au Nigeria. Je vous remercie, dit Luc, et merci à Francesco, merci à vous, à Biodoun. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans la fenêtre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier pour la partie de votre intervention. J'aimerais inviter l'ensemble des panélistes donc je vous invite à ouvrir vos caméras, vos micros, de manière à ce que nous puissions débattre. Je vais poser la question. Je dirais que certains ont été extrêmement actifs parmi vous à répondre déjà aux questions. Donc c'est toujours intéressant de voir justement ce qu'il en est. Et je vais inviter également notre public anglophone à utiliser les services d'interprétation simultanée, car certaines des questions sont posées, ont été rédigées en français. Et je vais utiliser les services de nos interprètes. Et je me contenterai de lire la traduction en français. Alors, je vais les prendre de manière chronologique. Je ne vois pas, je n'ai pas classé par ordre de priorité. Donc, une première question de Monsieur Didier Ouedraogo. Quelle est la place et le rôle des gouvernements dans le choix des domaines de recherche? Donc ça, c'est une première question. Et il y a un corollaire qui est pourquoi ces recherches ne sont pas orientées sur les besoins réels des populations pour booster le développement économique et social. Peut-être on peut répondre à la première question. Does anyone of you want to answer? Oui, je veux bien répondre si vous voulez. Ok, Rigas. Je ne me vois pas sur l'écran, mais j'imagine que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Je réponds en français puisque la question... Comme vous voulez. Alors d'abord, le gouvernement participe en fait de plus en plus dans la définition des programmes de recherche. Et la recherche est un travail qui avait été effectué par une équipe entre l'IRD et le CREST que dirige Johan Mouton avait montré que plus d'une cinquantaine de fonds de recherche ont été créés dans les 10 dernières années en Afrique, localement, au niveau national. Simplement, les niveaux de financement de ces fonds par rapport aux grandes fondations internationales sont très inférieurs. Ça, c'est une première chose. Les gouvernements créent des centres nationaux de coordination de la recherche pour insuffler, disons, une politique de recherche. Mais fondamentalement, la question, c'est de soutenir les universités et notamment la recherche au sein des universités. Et cette conscience que la recherche s'effectue dans les universités et pas uniquement dans des centres spécialisés sur la santé ou l'environnement ou l'agriculture
est quelque chose de nouveau pour tout le monde. C'est pas nouveau de hier, mais dans les 10 dernières années, on a pu voir le renforcement de la recherche universitaire. Et de ce point de vue, il y a effectivement un travail qui est effectué par les gouvernements. Donc on ne peut pas dire que les gouvernements ne font rien. Il y en a qui en font plus que d'autres. Voilà, ça probablement. Et par contre, concernant le disalignment, comme disent les Anglais, c'est-à-dire le gap entre la quantité de recherche effectuée et les priorités nationales, enfin, ou les besoins des populations, c'est une question qui est liée beaucoup à un débat sur la santé. Et je pense que c'est assez faux dans l'ensemble des domaines. Les recherches répondent effectivement à des besoins des populations, dans des proportions plus ou moins grandes, mais dans la santé, il y a ce qu'on appelle un calcul du poids d'une maladie. The burden of disease, c'est défini par l'OMS. Il y a un ranking international des maladies, comme il y a un ranking des universités, et la quantité de publications par domaine ne correspond pas à ce burden of disease, au classement du burden of disease. C'est en fait, ça renvoie, en fait, le sentiment de désalignement, de déconnexion et bien plutôt de ce débat-là. Okay, thank you, Rigas. Perhaps Heidi or Abiodun, you could ask, or Francesco, you could add. Peut-être vous pouvez votre point de vue sur le rôle des gouvernements dans le choix des domaines qui bénéficient de financement de la recherche. Si vous permettez, je suis dans l'ensemble d'accord avec Rigas, mais il y a un point sur lequel j'aimerais rajouter quelque chose, c'est le fait que vous savez qu'en règle générale, la demande pour des preuves de recherche entre les différents pays américains, c'est quelque chose de nouveau. Certains pays font mieux que d'autres, comme on l'a déjà dit, mais si de manière cumulative par rapport à d'autres régions du monde, c'est généralement faible. Donc si les gouvernements ne font pas cet effort pour la recherche, il s'ensuit que ça va affecter le rôle et l'acheminement des finances. C'est pas toute l'explication complète, mais c'est ce qui ça explique la situation en partie. Si je pouvais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec ce que les deux orateurs ont dit, mais ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que les gouvernements ont leurs propres entités de recherche eux-mêmes. Donc, que ce soit des ministères ou même le bureau du Premier ministre ou le Parlement des pays ont des entités dédiées à la recherche, censées en tout cas générer des données, des preuves, pour alimenter le débat. Donc, c'est pas tant la question de savoir ce que font les gouvernements et à quel point ils s'investissent, mais quel est le débat sur la connaissance utilisée et quel est le niveau d'indépendance de la recherche par rapport aux politiques dans un pays, parce que vous avez des gouvernements qui produisent leurs propres données pour prendre leurs propres décisions et les légitimer. Mais sans aucun débat qui puisse remettre en cause ces choix. Donc, une dimension intéressante à prendre en compte, c'est l'indépendance même, le niveau de débat sur ce qu'on appelle les preuves ou les éléments étayant, justifiant la recherche. On a vu le débat sur les chiffres sur la Covid, par exemple. Les données sur la Covid n'ont jamais été publiées par les gouvernements. Dans les systèmes des pays du Nord aussi, il y a une question sur l'indépendance des données et l'accès aux données. Autre question. D'abord, formellement, à quel est le niveau de formalisme que l'on envisage lorsqu'on parle de la correspondance entre l'offre et la demande en termes de connaissances sur les besoins, les priorités réelles? Il faut vraiment, vraiment examiner. On peut comparer les publications, les politiques et les publications pour voir s'il y a une correspondance ou pas. Mais il faut aussi envisager la culture d'interaction qui existe dans un pays entre les
acteurs de la politique et le domaine de la recherche, parce que souvent, on s'appuie sur la recherche, les chercheurs indépendants, même dans les universités, mais l'accès des politiques, c'est pas pour, c'est plus pour un contexte personnel. Donc c'est peu de la culture des différents pays sur l'utilisation par les gouvernements et les gens qui sont dans ces gouvernements pour l'accès à la connaissance dont ils ont besoin pour prendre des décisions ou légitimer leurs propres décisions. Donc, on s'appuie beaucoup sur les données, la recherche dans le discours politique, mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne en pratique. Voilà. Merci beaucoup. Heidi, peut-être avez-vous quelque chose à ajouter sur cette question? Non, pas pour l'instant, merci. Oui, je me disais que vous représentez différentes parties d'Afrique, donc c'est très intéressant. On a deux autres questions qui sont reliées d'une certaine manière en français. Bon, je vais la traduire, dit l'orateur. Pourquoi y a-t-il un décalage entre les résultats de la recherche et les politiques publiques en Afrique? Alors, je pense que c'est une question qu'on a traitée déjà. Une autre question que je cite sans être certain qu'on ait besoin d'y répondre plus avant, c'est, j'ai entendu beaucoup parler de recherche qui ne répondait pas forcément aux besoins locaux de différents pays. Est-ce que certains auraient d'autres besoins de ce que ces besoins sont en réalité? J'ai vu un geste de Francesco lorsqu'il a dit les besoins censés être réels ou les alors c'est une chose qui votre gestuelle a déjà répondu à la question, si je peux dire. Oui, les besoins réels, il y a les besoins qui sont des besoins politiques, qui ne sont pas des priorités réelles, qui dépendent des agendas, des programmes politiques. Et bon, le poids de la maladie, c'est pas quelque chose de politique, c'est différent. Donc, sur quoi on se base pour faire les évaluations, les besoins humains, et il faut que ce soit basé sur des preuves, sur des justifications, sur l'évidence, comme on dit en anglais. Sous un autre angle, je reviens au français. So I come back to French. Sorry for going from one language to the other, but in French, pourquoi la recherche universitaire est moins valorisée en Afrique francophone? Est-ce que c'est vraiment le cas? Is it really the case? I see that Frigas wants to answer. No, that's not true. Non, c'est pas vrai. C'est simplement les proportions sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup plus de recherche dans les pays anglophones, d'abord beaucoup plus de pays anglophones, et il y a beaucoup plus de recherche. Enfin, il y a autant en termes proportionnels, il y a autant, si ce n'est plus, de recherche universitaire dans les pays francophones qu'anglophones, si on prend par rapport à la population, disons, du pays. Je crois que le gap, il n'est pas là, la difficulté, elle n'est pas là. Le monde anglophone a été dans l'héritage colonial, parce que ça joue beaucoup pour les universités, l'héritage colonial. Dans l'héritage colonial, les universités francophones étaient considérées comme françaises, même après les indépendances. L'université de Dakar a été liée à l'Académie de Bordeaux jusque dans les années 70, je crois même bien après, par la volonté même des autorités universitaires sénégalaises. Ce n'était pas un choix, disons, par défaut, c'était un choix politique au moment de l'indépendance. Et de manière générale, les universités francophones, dans les pays francophones, et la recherche d'ailleurs de manière générale dans les pays francophones, était pilotée par Paris. Point. C'était Paris qui décidait. Alors que dans les ex-colonies britanniques, l'Angleterre avait comme politique de développer une politique régionale. Donc en fait, chacun était beaucoup plus basé sur lui-même. À part ça, je pense aussi, et ça c'est Mamadou Diouf a écrit
plusieurs interviews, fait donner plein d'interviews sur ce sujet, il pourrait en dire beaucoup plus que moi, de manière plus intelligente que moi, en étant quand même un des plus grands historiens de la connaissance et des universités en Afrique. Et je pense aussi qu'un autre aspect très important, c'est que la recherche en sciences sociales, alors pour les sciences sociales, a été beaucoup plus encouragée finalement par des programmes internationaux universitaires provenant de financements de pays européens qui sont anglophones par défaut. C'est le cas de la Suède, c'est le cas du Danemark, c'est le cas d'un certain nombre de pays qui ont lancé des appels à projets sur les sciences sociales en langue anglaise. Et donc, les universitaires des pays anglophones répondaient beaucoup plus à ces appels, dans des proportions bien plus grandes qu'on ne trouvait ça dans les pays francophones. Mais ça, c'est peut-être un peu spécifique aux sciences sociales. Peut-être que Francesco pourrait en dire un peu plus. Quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire là-dessus ou répondre? Il y a sinon une autre question, un peu de la même nature, sur le fossé en termes de publication entre les pays anglophones et francophones en Afrique. Peut-être que Fabio, Heidi veulent répondre à ça. Je ne sais pas si Heidi voulait commencer, mais en tout cas, je dirais deux choses pour commencer. Deux indicateurs rapides ou facteurs qui pourraient expliquer cette situation. D'abord, un, c'est le fait que tout simplement, il y a plus de journaux de langue anglaise que francophones. Donc, je sais bien que dans de nombreux magazines, journaux essaient d'être plus inclusifs. Ils publient leurs articles en anglais et ensuite ils donnent un petit résumé français, une version française. Mais je ne sais pas le quota exact entre français et anglais, mais on sait qu'il y a une très grosse différence en termes de nombre absolu pour le nombre de magazines revus en anglais. L'autre facteur qui peut expliquer la situation, c'est une des choses que je citais dans ma présentation. Il y a de nombreuses nouvelles revues locales en Afrique contiennent moins d'articles sur la recherche. Il faut se rappeler que dans les comparaisons publiques, les données auxquelles on a accès sont inspirées par des bases de données internationales, le Web of Science, Scopus, alors qu'il y a des revues locales qui peuvent exister dans des pays francophones, mais qui ne sont pas prises en compte. Si la recherche locale n'est pas prise en compte et les revues locales ne sont pas prises en compte, eh bien, il faut se méfier des statistiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de décalage, mais c'est pour dire qu'il y a une dimension locale qu'il faut prendre en compte pour peut-être pondérer le jugement. Je pense, il y a aussi, ça peut changer d'une discipline à l'autre, un champ de recherche à l'autre. Si vous pensez à l'économie, je ne suis pas un économiste, mais je suis entouré d'économistes. Et vous pouvez vous en douter. Les économistes vont, s'ils veulent publier dans une belle revue, dans une bonne revue, ça va être en anglais. Pour une question de visibilité, pour que ce soit considéré comme international. Donc, les revues qui mènent la danse sont en langue anglaise, si vous voulez, au niveau international. Donc, la production scientifique par les chercheurs francophones et se retrouve détournée vers les revues de langue anglaise de ce fait. Donc, il y a deux aspects là. C'est de savoir s'il y a un décalage, un fossé. Ça, c'est une première question. Mais la deuxième question, c'est de savoir si il y a aussi peut-être un manque de visibilité ou un manque d'espace pour les chercheurs francophones, en particulier d'Afrique, pour atteindre un certain niveau. Après un certain niveau, il faut qu'ils publient en anglais. Donc il y a deux aspects. Et peut-être la sociologie, là, ça diffère de l'économie, ça dépend d'un champ de recherche à l'autre. Il y a une question associée à cela qui vient nous tomber.
Sur les sciences ouvertes, ça c'est un grand mot. Est-ce que vous avez parlé de visibilité des publications, et Martial Latien pose la question de savoir si les sciences ouvertes pourraient, les open sciences, pourraient autoriser, donner plus de visibilité aux publications scientifiques en Afrique. Est-ce que l'accès aux publications est un problème ou pas? C'est un gros problème. Je pense que Heidi, pour en parler, je me rappelle qu'elle m'en parlait dans sa présentation sur l'accès aux publications. Donc elle pourrait peut-être nous en dire quelques mots. Oui, oui, je disais que j'avais regardé la production des publications et je n'ai pas encore étudié le domaine des sciences ouvertes par rapport à la question du genre. Je sais qu'il y a eu quelques projets, mais qu'une poignée seulement. On n'a pas encore un tableau très clair qui fasse apparaître des différences très claires. Mais on a jeté un coup d'œil sur les sciences ouvertes et il ne semble pas que ça ne fasse une grosse différence au niveau des citations. On s'est posé la question sur, on s'est attaché sur les sciences ouvertes sur tous les domaines et on a vu que les gens qui publiaient dans les revues de sciences ouvertes ne sont pas forcément cités plus que ceux qui publiaient dans d'autres revues. Donc, il y a peut-être d'autres observations que je pourrais faire, mais je vais essayer de pas faire des comparaisons de gens simplement. En tout cas, là-dessus, je n'aurais pas grand-chose d'autre à rajouter. Oui, vous savez, dans le cadre de l'évaluation qu'on a fait au Nigeria, on a constaté une évolution, si vous voulez, vers la commission d'accès ouvert dans les dernières années. Ça va demander encore du temps avant que l'on puisse qu'on ressente l'impact sur le système dans son ensemble. Mais c'est une tendance qu'on voit déjà se profiler. Et je pense que cela va améliorer la situation. L'une des difficultés auxquelles le système de recherche est confronté dans les pays africains de manière historique, c'est que de nombreuses revues, en particulier les bonnes, n'ont pas accès à ces publications. Donc je pense les publications en accès ouvert vont changer la situation dans les années qui viennent. Mais l'accès ouvert, c'est aussi s'ouvrir au danger des publications prédatrices. Et là, c'est un autre débat, je sais bien, mais il faut bien le savoir. Ce qui ne veut pas dire que les sciences ouvertes soient une mauvaise chose en soi, mais ça veut dire qu'il y a une tendance vers cela, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus sur l'impact effectif que ça a sur le système en termes d'accès à la recherche. Je pense que cela va nous demander encore quelques années avant qu'on puisse en tirer des conclusions. Si vous permettez, j'aimerais rajouter quelque chose. En 2007, on avait créé la revue anthropologique des connaissances et il s'agissait de publier des publications en français. La plupart des téléchargements qui sont en ligne, hein, la plupart des téléchargements viennent d'Amérique latine et d'Afrique, la plupart. Ce qui indiquerait, à part les pays, à part des téléchargements français, ce qui dit beaucoup sur la constitution du public. De nombreux chercheurs dans les sciences sociales en Amérique latine et en Afrique ont étudié dans les pays francophones comme le Canada, en France, etc. Et ils reviennent avec cette formation. Et c'est pas forcément leur langue d'origine, mais ils ont étudié en français et puis en fait les pays francophones c'est pas French speaking forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que la question de la langue est très importante et que cela fait une grosse différence au niveau des téléchargements. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que les prédateurs utilisent les sciences ouvertes et si vous voulez un peu fausse le tableau, mais ce qui fausse aussi le jeu, c'est les gros éditeurs qui
publie de comment il faut payer jusqu'à 4 000 $ pour un article, mais c'est soi-disant de l'accès ouvert, mais ce n'est pas accessible à ceux qui ont des faibles budgets. Le problème n'est pas tellement l'accès ouvert, c'est l'accès à la science, l'accès à ce qui découle de la science. Merci de toutes vos réponses. On était sur la question de la langue et la question plus spécifique peut-être pour Heidi, mais je ne sais pas si elle peut répondre. La question qui nous vient de Brenda Malone, qui demandait si l'on avait étudié la question de la langue par rapport sous l'angle du genre. Votre enquête couvrait toute l'Afrique, donc peut-être vous avez des indications dessus. Est-ce qu'il y a des différences entre la langue dominante dans certains pays et l'équilibre homme-femme? Non, en fait, c'est intéressant d'ailleurs. Si je regarde l'Afrique du Sud présente la plus grosse participation avec le plus gros pourcentage de femmes. 46% de nos répondants sud-africains étaient des femmes. Et c'est aussi, les chiffres sont assez proches de ce qu'on voit dans le secteur de l'éducation supérieure. Les femmes constituent 47% de toutes les conférenciers, professeurs, etc., de ce qu'on appelle le personnel d'instruction, tel qu'on dit, qui est censé faire de la recherche. Donc, c'est intéressant de voir que les chiffres correspondent. Donc, l'Afrique est en haut, mais la Tunisie aussi, enfin l'Afrique du Sud, mais la Tunisie aussi est géographiquement à l'opposé, mais les chiffres sont très bons aussi. L'Égypte aussi avec 43%, et le Lesotho aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des dichotomie régionale de ce point de vue-là. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est de se dire qu'on trouve toujours que la dimension de la participation, le pourcentage de femmes qui peuvent être appelées chercheuses est supérieure que celle qui publie effectivement. Donc il y a des femmes qui seraient éligibles à publier et qui ne le font pas. Et il faut toujours distinguer en fait la participation dans un chiffre et la productivité elle-même. Et puis aussi la récompense sous forme de reconnaissance, de financement, etc. Donc, il faut toujours s'attacher à prendre en compte différents indicateurs lorsqu'on étudie ces questions. Donc, en Afrique du Sud, par exemple, la question du fait de nommer plus de chercheuses femmes, c'est plus la question, on est arrivé quasiment à la parité. Mais au niveau de la production, c'est 33%. Donc, c'est beaucoup plus inférieur. Et aussi 33% des chercheuses qui sont reconnues comme chercheuses. Et peut-être plus encore au niveau international. Alors aussi 33% sont des femmes, là encore, au niveau international. Donc c'est intéressant de voir, de prendre en compte tous ces indicateurs différents pour se faire un tableau plus final. Mais pour autant que je puisse le dire, pas de différence régionale au niveau de l'Afrique qui ferait apparaître des déséquilibres. Si les autres intervenants veulent partager quelque chose. Oui, peut-être. Une question sur les sciences ouvertes d'avant. Je pense qu'il faut souligner le fait que l'accès ouvert est une question spécifique, mais les sciences ouvertes, c'est d'un domaine plus large. C'est comment on conçoit sa recherche, comment on la partage, donc tout le processus est différent. Donc, il ne faut pas confondre accès ouvert et sciences ouvertes. L'accès ouvert fait partie du tableau des sciences ouvertes, mais les sciences ouvertes, c'est l'ensemble, qui est le tableau plus général, si vous voulez. Merci, mais alors, la question que naturellement je serais tenté de poser, et à chacun d'entre vous, pensez-vous, là on parle de système de recherche ou l'absence de système de recherche dans certains pays africains, pensez-vous
que la recherche ouverte ou la science ouverte ou les sciences ouvertes pourraient proposer un modèle différent. Parce qu'à l'heure actuelle, Rigas insistait là-dessus, pour certains pays, la recherche, c'est à calquer le système français ou européen. Est-ce que vous pensez que les sciences ouvertes pourraient proposer un modèle qui permettrait plus de recherche en Afrique? Alors là, c'est une grosse question, nous dit Rigas. Je suis désolé, vraiment que Johan ne soit pas là, car il pourrait toujours répondre à ce type de questions. Non, c'était pas un piège que je vous tendais. Est-ce que vous permettez, Thierry? Je pense que c'est important ce que vous dites. Ce n'est pas gratuit de publier dans des journaux en accès ouvert. Ça peut coûter cher. Et, et ça peut avoir des dimensions politiques. Et c'est tout à fait inéquitable. Lorsque si les pays s'ouvrent à l'accès ouvert sans que oui, par exemple, j'ai un laboratoire avec 32 chercheurs et 60 doctorants, et la plupart, 3/4 des gens qui travaillent en Afrique avec des partenaires africains. Donc, on veut qu'ils puissent publier dans des revues à fort impact. On dépensé plus de 15 000 euros par an pour les publications dans des revues en accès ouvert. Donc, je ne connais pas beaucoup de laboratoires en Afrique qui aient 15 000 euros à dispenser sur la publication seulement. Et je ne parle pas de la recherche elle-même, mais de la publication de cette recherche. Et c'est une question qu'on retrouve partout. Si vous voulez une revue en PLOS, sur la santé PLOS, où il faut payer 3 000, 4 000. Et alors, vous pouvez dire que vous venez d'Afrique et ça vous permet que vous aurez des remises de 50% ou 30%. D'accord, ils ne sont pas si généreux que ça, vous savez, généralement. Mais vous n'avez pas beaucoup de financement pour la publication, vous avez financement pour faire la recherche. Et cela pose un problème qui devrait vraiment être traité au niveau des institutions et pas simplement au niveau des donneurs ou des donateurs. J'aimerais que ce soit aussi traité au niveau des éditeurs. C'est vrai, c'est vrai, les éditeurs sont ceux qui publient le plus, mais c'est leur fonctionnement. C'est une question de marketing. La question science et accès ouvert, je pense la science ouverte, c'est un processus, c'est une façon de concevoir la recherche, etc. Donc, je pense pas que ce soit une approche, disons, toute faite qu'on puisse implanter dans tel ou tel pays. Mais je pense personnellement que quelle est la recherche de qualité? C'est la question. Ça fait partie de la manière de décider comment on veut formuler son système de recherche. Là, il y a un débat à avoir. Mais il faut voir les choses au niveau international, mais aussi au niveau national et local pour savoir comment comment on met l'accent sur la qualité. Et qu'est-ce que c'est la qualité dans un cadre national de recherche, par exemple? Pour la question de la qualité, si on considère sous l'angle des sciences ouvertes, on peut voir il y a le problème de la culture de recherche qu'on connaît dans les pays du Nord aussi. Donc ça pourrait être intéressant d'envisager ce point d'entrée, c'est-à-dire commencer à mettre sur la table la question du système de recherche et la qualité de la recherche en raisonnant en termes de sciences ouvertes dès le départ. Je pense que c'est une bonne suggestion, mais je dirais que ce n'est pas une solution toute faite qui peut être adaptée, mise en œuvre, déroulée dans les pays. C'est un processus qui demande d'être assimilé, si vous voulez. Peut-être ce que je pourrais ajouter, Francesco, c'est que l'Afrique du Sud a eu un débat sur ses publications, et ce depuis les années 80.
et ça a un résultat sur la production du pays. On voit clairement, dès que la politique change ou la quantité d'argent qui est donnée aux applications, la génération augmente tout de suite. Et Johan a des super graphiques qui montrent ça, mais la qualité de la recherche reste faible. On voit, et ça c'est lié à la publication prédatrice, parce que la pression est là-dessus et les gens ne peuvent pas accéder aux grandes revues et ils cherchent tous les moyens. Donc, ça joue sur le système. Donc, on a beaucoup d'expériences en Afrique du Sud qu'on pourrait partager avec d'autres sur ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire et pas pu faire d'ailleurs. Vous savez, le cas de l'Afrique du Sud, c'est une chose qu'on a étudiée, nous, au Nigeria, en assez grand détail dans ce qu'on a fait. On a constaté ce que vous venez de citer là. Donc, c'est lié à ce que disait Francesco tout à l'heure, c'est que les discussions sur l'accès ouvert et les séances ouvertes, ça doit être lié à la notion de qualité. Et si la qualité est au rendez-vous, on y reviendra tout à l'heure, ça posera toujours le problème que l'Afrique du Sud commence à connaître maintenant. Il va toujours y avoir cet effet où vous résolvez un problème, vous augmentez la productivité, mais alors, vous souffrez sous l'angle de la qualité. Donc, il faut revenir et travailler au niveau sur la qualité. Et ça va peut-être jouer sur ce que vous avez réussi avant. Donc, ce qui serait bien, c'est d'arriver à résoudre tout en même temps et avoir une approche holistique qui fonctionne. Merci beaucoup. Je vois que nous atteignons la fin du temps alloué à ce webinaire. Je sais bien qu'on pourrait continuer ainsi. On a commencé à parler gros sous et il y a eu plusieurs questions sur le financement de la recherche en Afrique. J'aimerais rappeler à tout le monde que cet après-midi, nous avons une deuxième séance de séminaire qui commence à 14h30 GMT. C'est donc à 14h30, donc en France. Cette séance sera dédiée au financement international de la recherche en Afrique. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous enregistrer à partir de la même page pour le séminaire suivant. Ce séminaire suivant sera accessible en replay sur le site web d'ici quelques jours. Et si nous n'avons pas répondu à certaines de vos questions, ou si vous avez d'autres questions plus spécifiques à poser à l'intention de l'un ou l'autre des intervenants, vous pouvez les contacter directement ou, si vous le souhaitez, contacter l'Agence française de développement à l'adresse suivante que je vais vous énoncer. Peut-être ce sera plus facile en français. Événement recherche, sans accent. Événement recherche. Événement au pluriel. Événement au pluriel, EVENIMINENTIMENTSRECHERCHI, événement recherche. Donc, @afd.fr. Donc, c'est événement au pluriel et recherche au singulier. Donc, je remercie tous les intervenants, tous les participants qui ont posé des questions et ceux qui ont suivi ce webinaire derrière leur écran. Et je laisse la partie logistique reprendre la main pour la fin de cette séance. Et on se retrouve peut-être cet après-midi. Je pense qu'on continuera d'aborder différentes questions qu'on a évoquées déjà ce matin. Merci et à bientôt à tous.